Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Moi-ci. Moi-ci dont il est question ici, c'est celle qui n'a rien perdu de son instinct maternel protecteur, de son sens des sacrifices aigus, de sa douceur, de sa tendresse innée, mais qui s'ajoute à ses qualités, la dextérité dans le travail, l'abnégation dans ses activités, afin de contribuer d'une manière constructive, efficiente, efficace dans son épanouissement et à celle de sa communauté. Et aujourd'hui sur le plateau, Madame Sheila Kayembe. Bienvenue Madame Sheila. Merci Madame Nandi. Vous êtes mère, une femme forte face à l'handicap de son fils. Madame Sheila, l'autisme, est-ce un handicap? Oui, forte, je ne sais pas, on l'essaye au jour le jour, mais l'autisme est considéré en effet comme un handicap. L'autisme est différemment des autres handicaps. La difficulté avec l'autisme, c'est qu'il n'est pas toujours physiquement détectable. C'est-à-dire que quand une personne est aveugle ou quand une personne est handicapée moteur, c'est visible. Mais l'autisme a des formes multiples et variées. Et certaines formes de l'autisme font que l'enfant paraît tout à fait normal, comme vous et moi. Il n'y a pas un bras qui lui manque, il n'y a pas une jambe qui lui manque, il n'a pas de muscles atrophiés. Cependant, le mal, il est interne. Il est à l'intérieur de sa tête, il est dans son cerveau. Et c'est très difficile, en effet. Est-ce que nous pouvons comparer l'autisme au mongolisme? En fait, la trisomie est différente parce qu'un enfant trisomique, généralement, maintenant, avec la technologie, on est même capable de le détecter pendant la grossesse. On est capable de faire des tests pour un dépistage. Et des fois, il y a une lignée, hein. Il y a quelque chose dans l'hérédité qui permet de voir si on pourrait avoir des gènes ou des traits qui pourraient reproduire la trisomie. Et aussi, dès que l'enfant naît, justement, il y a des caractéristiques d'enfant trisomique. Universellement, quelle que soit la race, un enfant trisomique, généralement sa physionomie, on sait le reconnaître. Cependant, l'autisme n'est pas pareil. Et la trisomie, on en détecte les causes, on en connaît les causes, alors que l'autisme a des sources et des causes tellement diverses qu'il est incapable de mettre le doigt dessus. C'est différent, par exemple, d'une malaria où on vous dirait, vous vous faites piquer par un moustique, une anophèle, et puis vous attrapez la malaria. Mais l'autisme peut venir de tout et de rien, c'est-à-dire que ça peut avoir été causé par un accouchement difficile où l'enfant aurait manqué d'oxygène à la naissance, ça peut être causé par un traumatisme après la naissance, ça peut être causé par un vaccin qu'il aurait reçu à 18 mois ou par quelque chose que la mère aurait pris. En fait, ça part de tout et de rien et on arrive à le détecter qu'entre 1 an et 3 ans. C'est-à-dire que votre enfant peut naître, paraître tout à fait normal, grandir de façon normale et entre 1 année et 3 ans, on arrivera et il est parfois difficile de le détecter. C'est soit que le langage arrive difficilement ou qu'au niveau de la cognitivité, c'est-à-dire sa capacité à comprendre les instructions données, à les mettre en pratique, il y aura un certain délai, un certain retard. D'autres, c'est l'hyperactivité. Certains autres encore, c'est qu'ils ont des aptitudes qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ont une routine qu'ils n'arrivent pas à changer et c'est très difficile. Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'un enfant est autiste? En fait, on se rend compte qu'un enfant est autiste, généralement, comme je le disais, entre 1 an et 3 ans. Généralement, entre 2 et 3 ans, on sait vous dire qu'on pense qu'il y aurait, on soupçonne qu'il y a de l'autisme. Et le temps qu'il passe de 3 à 5 ans,
on sait vous confirmer de manière claire que votre enfant est autiste et généralement vous dire quel type d'autisme. Est-ce que c'est un trouble de l'attention? Est-ce que c'est un trouble, est-ce que c'est de l'hyperactivité? Est-ce que c'est un trouble compulsif de la personnalité? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne mangent que la même chose qu'à certaines heures, qui ne peuvent pas changer d'endroit, ou d'autres qui doivent tout écrire, tout répéter de façon cyclique et périodique. Madame Sheila, les autistes ont parfois des comportements répétitifs. Exactement. Et comment est-ce que vous gérez ça? Cela, on appelle ça un trouble compulsif de la personnalité. Alors, c'est aux parents de s'ajuster et de savoir que ce ne sont pas des enfants qui mangeront tous les aliments. Ce ne sont pas des enfants qui mangeront... C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants que vous pouvez gérer comme n'importe quel enfant. C'est-à-dire on a une routine qu'on ne peut pas changer. On a des personnes qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas changer tout le temps les personnes qui viennent et qui partent dans la maison. Vous devez avoir la même alimentation, la donner exactement de la même manière. Et il y a des gestes qui vont refaire à plusieurs reprises. Certains d'entre eux deviennent agressifs parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et leur frustration ressort dans de l'agressivité. Ils poussent des cris, ils cognent, ils grondent, ils griffent, ils mordent. Mais en tant que mère, comment est-ce que vous prenez face à ces comportements? C'est très difficile pour un parent. Tout parent, et je dirais toute femme, au moment où elle apprend qu'elle aura un enfant, on a toute une idée, on rêve toutes de ce qu'on aimerait que son enfant soit. Et quand cet enfant naît, bien sûr, on fait des projections, on a des attentes face à cet enfant. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il y a d'abord le regard des autres. Des choses, vous vous retrouvez à une fête d'anniversaire, puis il y a des enfants de la même tranche d'âge qui ont certains comportements que tout le monde trouve normaux et vous constatez que le vôtre non. Et des fois, c'est d'abord les autres qui posent des questions qui mettent mal à l'aise, du genre comment se fait-il qu'il ne parle pas? Ou comment se fait-il qu'il ne marche pas? Comment se fait-il qu'il n'est pas capable de faire ceci ou cela? Ça attire votre attention et vous vous dites tiens, il y a quelque chose de différent. Et plus ça évolue, ça devient difficile d'interagir avec les autres parce que il y a la douleur du regard des autres, il y a la culpabilité sur soi parce que généralement on se demande qu'est-ce que l'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait correctement. Il y a tellement de questions au-dedans de soi que les parents, ou généralement les mères d'enfants autistes ont du mal à s'exprimer, ont du mal à s'ouvrir. Et nous sommes particulièrement en Afrique et en RDC en particulier, dans une société qui juge beaucoup, dans une société qui est pleine de préjugés et qui catégorise très facilement. On peut cataloguer le père d'occultiste ou la mère de fétichiste, on peut dire que c'est un enfant qui a été sacrifié. Et ça aussi, c'est très très difficile à vivre, c'est très dur à accepter. Souvent, c'est lié à un problème spirituel. Je ne dis pas que ce serait complètement exclu, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas et la stigmatisation fait mal. La stigmatisation blesse. Et quand une mère est blessée, cette blessure, l'enfant la ressent de facto. Et il arrive à certains parents d'avoir un blocage. Si ça arrive pour le premier enfant, il est des fois difficile pour la mère d'être capable d'en avoir un autre parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec elle. Et les couples en pâtissent aussi. La vie de couple, elle en souffre énormément. Vous l'avez dit, face au regard des autres, face au regard de la famille. Et après, est-ce que vous avez le courage de sortir avec les enfants ou à un moment donné, vous vous retirez et vous n'amenez pas vos enfants à l'extérieur? Comment vous faites? Il est difficile en fait de sortir à un moment donné, dépendamment du comportement de l'enfant. Quand c'est un enfant qui est agressif et qui n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est gênant, vous savez, c'est dérangeant de se retrouver en public avec des gens et que ce soit votre enfant qui pousse des cris, qui grogne, qui murmure, qui griffe et quand on lui parle, il ne sait pas répondre. Les gens au début, ils viennent à l'enfant parce que de l'extérieur, il ressemble à tous les autres enfants. Il n'y a aucun signe physique qui pourrait faire croire aux autres qu'il ait un problème, jusqu'au moment où on s'adresse à lui. Et qu'au lieu de répondre, parce qu'il a 3 ou 4 ans, au lieu de répondre, il grogne, ou il pousse des cris. Et certains d'entre eux, jusque
à 4-5 ans ne sont pas encore propres parce que l'apprentissage de la propreté est difficile avec ce genre d'enfants. Alors de voir que vous êtes dans un milieu où des enfants de 4-5 ans sont capables de s'exprimer, sont capables d'être propres, d'aller demander d'aller à selle et que le vôtre, pour certains d'entre eux, peuvent carrément se déshabiller en public. Et c'est frustrant. Alors à un moment donné, pour ne pas être jugé, pour ne pas être blessé, pour ne pas entendre certains commentaires sur soi ou surtout sur son enfant, on se renferme sur soi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de priver quelque chose à votre enfant? Moi, je dirais que il est difficile pour un parent de faire ce choix parce qu'il y a le choix entre la frustration et les blessures qui peuvent lui être infligées. Et des fois, c'est vrai, le couper de certaines choses qui pourraient l'aider. Alors, le tout, c'est de trouver le milieu approprié. Et généralement, on reste en famille parce que les vôtres, ils connaissent votre histoire, ils savent par où vous êtes passé et ils comprennent. Mais l'extérieur ne le reçoit pas forcément de la même manière. Et il existe à l'étranger des milieux adéquats où on reçoit des enfants à problème. Moi, je refuse le terme handicapé, que ce soit pour les autistes ou les autres, mais je dis personnes vivant avec handicap, parce que nous avons tous un handicap, qu'il soit visible ou pas, chacun d'entre nous en a un. Cependant, le leur est plus visible que le nôtre. Alors, les personnes vivant avec handicap ont certaines difficultés, en RDC particulièrement, parce que dans les écoles, il n'y a pas le cadre approprié pour des enfants qui auraient, que ce soit l'autisme, que ce soit un trouble de l'attention, que ce soit de la déficience intellectuelle sévère ou légère. Le cadre ne leur donne pas ce milieu où ils pourraient être eux. Et il y en a très peu. Ceux qui les offrent, s'ils sont abordables, sont saturés. Et ceux qui ne sont pas saturés sont à des prix tellement exorbitants que le commun des mortels ne pourrait pas se les offrir. Madame Sheila, est-ce qu'il y a des écoles habilitées ici à Kinshasa pour les enfants autistes? Il y en a quelques-unes pour... il y a à Limité des religieuses qui ont une école qui n'est pas seulement spécialisée dans cela, mais qui offre un département qui s'occupe des enfants à problème, autisme, déficience intellectuelle, troubles langagiers, troubles de l'attention. Il y a aussi certaines écoles sur Huilery. Il y a une école spécialisée où ils ont des pédopsychologues qui font un suivi et qui essayent de réadapter les enfants. Et enfin, il y a les amis de Daniel qui se trouvent au niveau de Kitambo, qui offrent aussi qui offrent des services particulièrement pour des enfants autistes. Mais est-ce qu'il y a des campagnes, parce que souvent on n'est pas informé chez nous, on a des parents qui ont des enfants autistes mais qui ne le savent pas, parfois qui sont traités ou accusés de sorciers. Est-ce qu'il y a des campagnes organisées au niveau de l'hôpital ou des familles pour montrer que c'est un handicap? Je dirais très peu, quasi pas. L'autisme, en RDC, on n'en parle pratiquement pas. Sous d'autres cieux, on parle énormément de l'autisme. C'est un fléau qui touche le monde entier et j'aimerais que les téléspectateurs comprennent que loin et s'en faut, il n'y a pas que la RDC qui soit frappée. C'est un fléau qui touche le monde entier. Alors, moi, je l'ai vécu personnellement. Parce que pour la petite histoire, ce qui m'a emmenée dans ce monde, c'est que Dieu m'a fait grâce d'avoir des triplés. Et quand j'ai appris que j'allais avoir des triplés, bien sûr, c'est beau, c'est merveilleux. Cependant, médicalement parlant, je n'avais pas le corps pour, donc ils sont nés très très grands, prématurés. Ils sont arrivés après 30 semaines de gestation, ce qui est à peu près l'équivalent de 7 mois. Mais avec 975 grammes pour l'un, 965 grammes pour le deuxième et pour la troisième, 1020 grammes. C'est pas grand-chose, c'est tout petit, c'est minuscule. Nous n'étions pas en RDC, nous étions au Canada. Ils ont été sous incubateur pendant plusieurs mois et on s'entend qu'après la naissance, les enfants perdent 10% de leur poids, ce qui fait qu'ils ont été à peser à peu près 800 et quelques grammes. Et le premier choc, c'est quand on voit l'échographie, ça ressemble à un enfant normal. Et puis quand ils sortent, ils sont dans les couveuses, la réalité nous frappe.
ils avaient quasi zéro espérance de vie. Très peu de chances de vivre, très peu de chances de parler, très peu de chances d'être autonome parce qu'à ce stade-là, il n'y avait pratiquement rien qui était vraiment bien formé en eux. Donc, la maturation s'est faite en couveuse. Et les médecins me disaient, vous aurez de la chance si tous les 3 survivent, et au cas où ils survivraient, vous aurez 3 légumes. Parce qu'ils ne seront probablement pas capables de respirer tout seuls, parce que leurs poumons étaient beaucoup trop faibles et pas assez développés. Ils ne pourront pratiquement pas parler, et la motricité fine et globale, c'est-à-dire la motricité fine, c'est cette aptitude que vous avez à toucher votre stylo, à prendre des petits objets. Et la motricité globale, c'est celle qui nous permet de marcher, de bouger. Et je dois vous dire que il y a certes le côté technologique, mais il y a beaucoup de la grâce et de la main de Dieu. Parce que sans la main de Dieu, je ne pense pas que mes enfants auraient survécu. Sans la grâce de Dieu, je ne pense pas que je pourrais encore parler. Madame Sheila, en ce moment-là, vous aviez espoir que vos enfants survivent ou c'était juste qu'ils pouvaient s'en aller? C'était quoi votre sentiment? En ce moment-là, Madame Nandi, en fait, quand vous entrez dans le monde des prématurés, on vous apprend une chose, c'est qu'il ne faut jamais anticiper. On vous apprend à vivre un jour à la fois. Et dans la journée, on vous apprend à vivre 1 heure à la fois. Et dans l'heure, on vous apprend à vivre 1 minute à la fois. Et dans la minute, vous vivez 1 seconde à la fois. Pourquoi? Parce que la vie d'un prématuré ne tient qu'à un fil. Vous pouvez arriver le matin, votre enfant est en vie, il est 8 heures du matin. Et je l'ai vécu tellement de fois. À 8 heures du matin, ils sont en vie et à 9 heures, il y a le moniteur qui commence à sonner. Et la saturation baisse, elle passe de 88 à 80 et à 60 et la machine se met à crier et vous voyez comment l'enfant va en détresse et en arrêt cardiaque et on se met à le réanimer. Il n'y a pas d'anticipation avec les bébés prématurés, chaque jour peut être le dernier. Tous vos 3 enfants ont survécu? Par la grâce de Dieu, les 3 enfants ont survécu et j'ai eu 2 garçons et une fille. Les garçons identiques dans la même poche et la fille fraternelle dans sa poche. Dieu a fait grâce, ils ont survécu. Cependant, il y a des séquelles parce que quand on est resté trop longtemps en couveuse, qu'on a dû être traité aux stéroïdes pour développer les poumons, il y a des risques d'atrophie musculaire, de déficience intellectuelle. Et ma fille, Dieu a fait grâce qu'elle évolue bien, qu'elle se développe et qu'elle arrive à rattraper son retard. Et cependant, les garçons, eux, physiquement, ils évoluaient bien, mais on s'est rendu compte que le langage ne venait pas. Ils ont marché très tard. Le langage ne venait pas. Et avec le temps, vous arrivez à un enfant de 3 ans qui balbutie, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à faire les gestes élémentaires que feraient les autres enfants. Et c'est en fait là que les médecins analysent et on vous dit nous pensons que vos fils sont autistes. Et c'est un coup de massue, c'est l'effet d'une douche froide parce que je dois mentionner que moi j'ai passé 2 mois complètement alités avant leur naissance et puis 3 mois en couveuse. Et chaque jour, vous vous dites, ben, Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. Et quand vous les voyez enfin se lever, c'est une grâce quand pour la première fois vous entendez la voix parce que l'un d'entre eux étant en couveuse, il s'extubait parce qu'on les intube, il y a un tube pour injecter l'oxygène dans leurs poumons. Il est sorti avec les cordes vocales complètement écorchées, donc aucun son ne sortait de sa bouche. Et pendant 12 mois, vous aviez un enfant comme une télévision que vous avez mis sous silence. Vous l'entendez, vous voyez des larmes, mais il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et là, je parle des merveilles du Seigneur parce qu'ils étaient 3. Madame Nandi, vous vous rendrez compte que je pouvais être dans la cuisine, j'entends un enfant crier. Quand j'arrive, celui qui a les larmes, c'est celui qui n'a pas de voix. Mais celui qui a crié, c'est son frère. C'est le genre de choses qui vous font comprendre que Dieu, il agit d'une manière qu'aucun d'entre nous n'arrivera jamais à comprendre. Donc l'un d'entre eux, celui qui a la voix, crie pour vous faire... Il parle pour celui qui n'a pas de voix.
Et après avoir passé ces étapes où ils ont les muscles atrophiés, vous ne savez même pas si ces muscles bougeront. Et puis, quand vous arrivez à cette étape où vous les voyez marcher, il y a des sons qui sortent de leur bouche, vous vous dites, j'y suis arrivée quand même. Et que là, au moment où ils sont tout beaux, tout mignons, on vous dit, ils sont autistes. Ils sont grandis aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Ils se sont adaptés? Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Alors moi je dirais ceci, je dis que moi j'ai une histoire particulière. Quand le diagnostic d'autisme est tombé, je dirais que j'ai cessé d'être femme pour devenir complètement mère. C'est-à-dire que je me suis arrêtée pour chercher à comprendre et à développer cela. Et quand ils ont eu 8 ou 9 ans et que ça n'évoluait toujours pas, j'étais au Canada et je me suis tournée vers Dieu en disant, par principe, je me dis que Dieu ne nous donne rien de défectueux. Et j'ai demandé au Seigneur ce qu'il fallait que je fasse. Parce qu'au Canada, ils étaient fichés déficients intellectuels, devaient aller dans une école spécialisée avec des enfants à problème. Or, je pensais, pour moi, j'étais convaincue que Dieu avait mieux pour mes garçons. Je me suis mise dans la prière et la réponse que le Seigneur m'a donnée, ça a été le retour aux sources. Je devais retourner en RDC, un pays que moi, j'avais quitté adolescente et enfant. J'étais partie adolescente, je revenais parent. Et à expliquer à toute personne, c'était irrationnel et illogique parce que tout le monde se dit que là où il y a la technologie, là où il y a le développement, il y a les soins appropriés, c'est de l'autre côté. Cependant, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que je suis arrivée en RDC, Madame Nandi. Mes fils avaient 9 ans. Ils n'étaient pas capables de lire. Ils n'étaient pas capables d'écrire. Mais je vous dirais que 2 mois après être arrivée en RDC, avec un professeur formé en RDC et un tutorat, 2 mois après mon arrivée, pour la première fois, je faisais des rénovations dans la maison et j'ai vu mon fils passer derrière moi et j'ai entendu « oui, tube ». J'avais le sang qui se glaçait dans mes veines. J'avais l'impression de rêver. Je me suis retournée, je l'ai regardé, puis je dis « qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il me dit « c'est écrit, oui, tube, 4 ampoules ». C'est banal pour un parent dont l'enfant a lu à 5 ans, à 6 ans. Mais moi, pour la première fois, c'est à 9 ans que j'ai entendu mes fils lire. Et c'est en RDC que c'est arrivé. Ils ont été scolarisés dans une école normale. Ils ont suivi le cursus normal. Et aujourd'hui, ils sont en 2e année secondaire. Je ne vous dirai pas qu'ils sont premiers de leur classe, mais aujourd'hui, ils évoluent. Ils ont l'opportunité de ne pas être annexés ou indexés, mais d'être traités comme tous les autres enfants, parce qu'ici on a pris le temps de travailler avec eux à leur vitesse et de leur permettre d'être eux, ce que le monde occidental ne m'aurait pas permis de faire. Madame Sheila, nous sommes en RDC, mais est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis à la disposition de femmes qui ont des enfants autistes? Je ne pense pas qu'il y en aurait. Je ne pense pas qu'il y ait un mécanisme de soutien ou pour des femmes qui sont dans ma situation. Et généralement, la mère porte seule ce fardeau. Et même dans nos églises, on va dans le général, mais je ne pense pas qu'on prenne vraiment le temps de parler à ces femmes parce qu'il y a une blessure intérieure. Il y a quelque chose qui se brise en vous-même quand ce genre de choses arrive. Parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui ne marche pas. Pourquoi les autres feraient des enfants normaux et vous, vous en ferez un problème? Mais j'aimerais regarder en face ces dames et leur dire, il n'y a rien d'anormal avec vous. Dieu agit à sa manière. Dieu fait les choses telles qu'il le sent. S'il fallait penser que vous étiez anormal, je vous dirais que la mère d'Albert Einstein se serait sentie anormale. Parce qu'à elle aussi, on a dit que son fils était déficient intellectuel et qu'il ne pourrait rien en tirer à l'école. Angela, vous avez eu la force de surmonter cela. Oui, par la grâce de Dieu. C'est vraiment pas facile pour d'autres femmes. Mais vraiment, on se pose la question, après, en tant que chrétien, après avoir vécu ça, quelles sont vos relations avec Dieu? Je vous dirais, Madame Nandi, qu'en tant que chrétien, on passe par
ça va, c'est une montagne russe. Il y a cette période de révolte. Il y a une période où on dit Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi il a fallu que ce soit moi? Et puis quand on évolue avec le Seigneur, on comprend que des fois ça a pris une Rahab, la prostituée, pour qu'une Ruth soit acceptée dans une société après. Ça prend quelqu'un pour aider les autres. Et peut-être que ça a pris moi aujourd'hui pour qu'une femme quelque part comprenne cela. Et ma relation avec Dieu aujourd'hui, je vous dirais que je suis reconnaissante parce que je me dis qu'il a jugé que j'avais la force de passer au travers d'une épreuve. Et aujourd'hui, je comprends qu'une épreuve n'est pas une punition de Dieu, mais plutôt une marque de confiance de Dieu. C'est un peu comme si Dieu me disait, je te fais assez confiance et je sais que j'ai mis en toi ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. Madame Sheila, où trouvez-vous la force pour survivre cela? Je vous dirais que la force, d'abord on se motive soi-même, on la puise dans l'amour que Dieu a pour nous, parce que il y a évolution. C'est peut-être pas comme tout le monde, mais c'est quelque chose. Et puis il y a dans ce progrès que l'on voit dans ces enfants, aussi infime soit-il. Aujourd'hui, si j'avais mon téléphone, je vous aurais fait écouter ce message de mon fils qui dit qu'il a aujourd'hui beaucoup de respect pour les femmes grâce aux efforts qu'il a vus que j'ai fournis. Et c'est gratifiant. Rien que de les voir parler, c'est aussi simple que ça. Rien que de les voir se lever, prendre un cartable, le déposer, écrire dans le journal de classe, c'est gratifiant. Ça me donne la force de continuer et de me dire, je ne l'ai pas fait en vain. Est-ce que les enfants se rendent compte de leur handicap? Aujourd'hui, je dirais non. Aujourd'hui, ils vivent comme tous les autres garçons, ils jouent à la PlayStation, ils savent qu'ils n'ont pas autant de force que les autres, parce que je suis arrivée à leur dire aussi que nous sommes différents. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes faiblesses. Il y a des choses qui pourraient être faciles pour l'un et pas pour l'autre. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, mes fils vous parlent d'astronomie, ils vous parlent de chimie, ils vous parlent de planètes. Ce sont eux qui m'ont appris que la Terre de Mars était rouge. Voilà, ce sont eux qui me parlent de constellations. Autant ils peuvent avoir, ils ne s'adaptent pas forcément à notre manière, à vous et à moi de faire, autant ils ont des forces que vous et moi n'avons pas non plus. C'est pour ça que je dis aux gens, ce ne sont pas des handicapés, mais ils vivent avec un handicap. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels ils ont des forces que je pense que nous n'aurons jamais. Vous avez vécu au quotidien avec ces enfants, vous connaissez les difficultés. Quelles sont les choses que nous devons mettre à la disposition pour aider des familles, pour aider des femmes qui vivent la même situation que vous? Je dirais déjà un système éducationnel un peu plus adapté, du personnel éducatif à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants, qu'on arrive à comprendre que tous les enfants du monde ne sont pas faits de la même manière, qu'il y en a qui prendront 2 semaines à apprendre ce que les autres apprennent en 2 jours. Est-ce qu'on peut leur accorder ce temps? Est-ce qu'on peut être patient? Et quand vous vous retrouvez quelque part avec un enfant qui est différent de ce que vous appelez la normale, et je précise bien de ce que vous appelez la normale, ne le stigmatisez pas. De l'affection, de l'attention, autant pour les enfants que les parents, parce que souvent, les enfants peuvent être inconscients, mais les parents, eux, souffrent. Je pense qu'il faudrait que dans nos milieux, on apprenne à soutenir ses parents, qu'on ne les juge pas. Ce n'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé que vous êtes meilleur qu'eux, mais c'est peut-être parce qu'ils ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, que vous pouvez être cette épaule sur laquelle ils pourraient s'appuyer. De la maternité à l'évolution de vos enfants, vous avez vécu un miracle. Le voir évoluer était un miracle et une grâce pour vous. On a tous un rêve. Quel est votre rêve pour vos enfants? Mon rêve, comme je le leur dis souvent, je dis j'aimerais qu'ils soient le meilleur de ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Parce qu'au travers de tout ce parcours, j'ai compris qu'en tant que parents, les enfants ne nous appartiennent pas. Nous gérons ce que Dieu nous met entre nos mains. Alors je prie que Dieu les aide et que Dieu m'aide à comprendre ce pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont eu le parcours qu'ils ont eu et accomplir leur destinée. Si aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils sont à l'académie, si aujourd'hui il y a un qui me dit qu'il veut faire peinture, et ben je lui dis j'aimerais que tu sois le meilleur peintre qui soit.
Si tu seras plombier, sois alors le meilleur plombier du monde. Mais quel que soit ce que tu veux être, sois la meilleure version de toi que tu peux être. J'aimerais que vous regardez la caméra là tout de suite. Forte, une femme fière et qui veut aider d'autres femmes. Aujourd'hui, ces comportements qui est considéré comme de la sorcellerie, de part, d'autres négligés, d'autre part avec un regard qui ne fait pas plaisir. Il y a des femmes qui vivent ça. Il y a des femmes qui sont dans la même situation, qui n'ont pas le courage que vous avez. J'aimerais que vous leur fixiez les yeux et leur dire un mot de réconfort pour qu'elles prennent leur responsabilité, leur engagement en main. J'aimerais dire à ces femmes, premièrement, ce n'est pas de votre faute. Deuxièmement, ce n'est pas une punition de Dieu. Dieu ne vous en veut pas, vous n'avez pas péché, vous n'êtes pas inférieur aux autres. Mais je pense que Dieu vous sait forte et Dieu a confiance en vous. Il y a un rabbin qui a dit, chaque enfant qui naît vient avec le message que Dieu n'a pas perdu espoir dans ce monde. Et cet enfant que vous avez ou ces enfants que vous avez sont la preuve que Dieu croit encore en vous. Que ce soit en vous, homme ou en vous, femme, ça fait mal. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a plus la force de continuer. C'est vrai qu'il y a des moments où on se demande pourquoi soi. Mais il y a aussi des moments où j'aimerais que vous vous dites que Dieu est fidèle. En dépit de tout, Dieu est fidèle. Au-delà de tout, Dieu est fidèle. Et si j'y suis arrivée, je pense que vous pouvez y arriver. Et l'appel que je lance, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai parlé. J'aimerais ne pas être la seule à parler. J'aimerais que les autres femmes qui vont me regarder, que ces autres pères qui se battent avec la même difficulté, seuls on n'y arrive pas, mais si nous sommes nombreux, nous pourrons apporter un changement. Si vous venez joindre vos mains aux miennes, je pense que nous pourrons ensemble changer la mentalité des gens sur l'autisme, sur la déficience intellectuelle et sur toutes ces maladies mentales liées à nos enfants. Aujourd'hui, nous pourrons leur faire comprendre que nous ne sommes pas allés voir un féticheur, nous n'avons pas sacrifié l'avenir de nos enfants, que nous pleurons en cachette, même si nous maquillons notre peine, que nous sommes déchirés à l'intérieur. C'est seulement que nos vêtements couvrent nos cœurs déchirés. Je sais que vos cœurs sont aussi déchirés que les miens, mais je sais aussi que nous avons un Dieu qui est capable d'aller au-delà de nos peines et qui est capable de nous surprendre. Il m'a surpris, je sais qu'il vous surprendra aussi. Ensemble, nous y arriverons. Par la grâce de Dieu, nous tiendrons. Merci beaucoup, Madame Sheila. Vous êtes une femme courageuse et je loue énormément votre façon de voir les choses, votre esprit et surtout votre détermination. Je vous remercie, Madame Nandi, et je dirais que j'aimerais qu'il y ait plus de femmes comme vous qui prennent le temps de venir vers des femmes comme nous et de leur donner cette opportunité de s'exprimer. Plusieurs ne nous permettent pas de nous exprimer. On nous juge, on nous catalogue, mais très peu ont pris le temps de nous écouter. Vous avez vu la couverture du livre, mais faites comme Madame Nandi, prenez le temps d'ouvrir le livre. Vous pourrez découvrir énormément de choses en lisant et en écoutant nos histoires. Nous sommes très touchés. Que Dieu vous bénisse, Madame Sheila.